Bonjour, chers téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 février 2026, jour qui a plusieurs particularités. En ce qui me concerne personnellement, c'est le lendemain du jour de mon anniversaire, parce que Clément Mirassa est né un certain 27 février. Donc, je suis très heureux de me retrouver avec vous et je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse, la sympathie, une pensée noble en ce qui me concerne en me souhaitant un joyeux et heureux anniversaire. Merci. Je sais que le Congo est un pays laïque, mais je me tourne vers le Seigneur pour le remercier pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il m'a permis de vivre pendant toutes ces années. Et j'ose espérer qu'il me protégera, qu'il me gardera et qu'il me conduira à bon port. Donc, après cette information qui me touche personnellement, la deuxième information par rapport à cette date du 28 février, c'est que vous savez que c'est le jour du démarrage de la campagne électorale pour l'élection qui aura lieu le 15 mars 2026, pour laquelle il y a 7 candidats, dont le président candidat Denis Sassou Nguesso. Et j'ose espérer que les choses se passeront bien. Et nous allons suivre. Nous ne sommes pas, au niveau du Rassemblement des forces du changement, nous ne sommes pas candidats, mais nous aurons l'occasion d'expliquer à nos militants, nos sympathisants, nos compatriotes les raisons qui ont fait. Je crois qu'il y en a beaucoup qui comprennent, sinon c'était pour nous une occasion, mais les conditions n'ont pas été remplies. Après ces deux informations, je vais venir maintenant aux autres informations. L'autre information que je vais donner, c'est que au moment où on lance la campagne électorale, et c'est intéressant pour ceux qui ont choisi de se lancer dans cette voie, les Congolais sont véritablement plongés dans la misère et dans la souffrance. Nous nous relèverons à ce propos surtout la baisse du pouvoir d'achat. Nous relèverons la cherté du panier de la ménagère et nous allons relever que vraiment c'est très difficile. C'est très difficile et j'ose espérer que les potentiels candidats à l'élection présidentielle en tiendront compte et qu'ils vont essayer de trouver les bonnes solutions. Mais nous savons également que le pouvoir qui est là depuis 40 ans n'a pas été capable de trouver les solutions idoines et appropriées à cette situation depuis plus de 10 ans. Donc, il faut que les candidats et les Congolais prennent conscience de ce qu'ils doivent prendre le destin de leur pays entre leurs mains. C'est pour ça qu'assez souvent, nous avons parlé de la grogne sociale et l'effet illustratif un peu de cette situation de misère et de souffrance, c'est la situation des retraités. Moi, j'en suis un et on a commencé il y a quelques jours, le mercredi 24, je crois, à payer la pension, écoutez bien, du mois d'octobre 2025. Donc, on n'est même pas encore arrivé au mois de novembre, au mois de décembre, et on n'a même pas encore, on n'est pas rentré. Mais la question que les gens se posent, c'est comment les retraités congolais font pour vivre? Moi, j'ai essayé de faire le décompte et j'ai constaté que entre le 1er novembre et le 27 et le 24 février, ça fait pratiquement 116 jours. Et j'ai essayé de faire un petit calcul, mais qui m'a beaucoup inquiété parce que j'ai essayé de prendre quelques chiffres. Quand je prends quelqu'un qui touche 70 400 francs, c'est-à-dire le SMIC, et que j'essaie de voir logiquement comment il se bat il s'est battu plutôt pendant ces 116 jours. Alors les chiffres sont véritablement préoccupants et je crois qu'il faut qu'on regarde sérieusement comment les choses se présentent. Parce que quand vous gagnez 70 400 et que vous divisez par 116 jours, vous n'arrivez même pas à 1000 francs la journée. Vous n'arrivez même pas à 1000 francs la journée. Et vous vous demandez comment ils font pour vivre. Pour vous donner le chiffre exact, quand vous gagnez 70 400 et que vous divisez par 116 jours, ça vous fait l'équivalent de 600 francs par jour, moins qu'1 euro par jour. Et comment pensez-vous que vous pouvez vivre?
Et ça, c'est du 1er novembre au 24 février. Mais l'avenir, comment il est fait? Par contre, si vous avez quelqu'un qui a une pension de 100 000 francs, mais écoutez, ça correspond à peu près par jour à 865 francs. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous loger, pour vous divertir, pour vous vêtir, pour manger, pour s'occuper de la santé, pour s'occuper du transport? C'est véritablement criard. Et quand on prend quelqu'un qui aurait une pension qu'on peut considérer comme acceptable, surtout si elle est payée à la valeur du point d'indice 160, c'est-à-dire que si elle était payée à la valeur du point d'indice 300, il aurait pu avoir le double. Si vous prenez quelqu'un qui a 300 000 francs, un peu plus nanti que les autres, évidemment, par jour, ça lui ramène à des dépenses de 2600 francs. Que peut-on faire avec 2600 francs par jour? Si vous prenez la nourriture, si vous prenez le transport, si vous prenez le logement, la santé, c'est véritablement difficile. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on a les chiffres, comme je viens de vous les donner, on peut dire une chose. Il y a la méchanceté de nos gouvernants. Et surtout maintenant qu'ils vont aller devant les électeurs pour présenter leur programme, il faut que la question leur soit posée. Jusque quand ça peut durer? Est-ce que ça peut durer indéfiniment? Il s'agirait pratiquement d'une méchanceté. Il s'agirait pratiquement, j'utilise le mot qu'un de nos compatriotes a utilisé au cours d'une émission, c'est le génocide des retraités. On pousse les retraités à la mort. Et il faut que les retraités en prennent conscience. C'est pour ça que nous interpellons les syndicats des retraités. C'est pour ça que nous interpellons les retraités. Il faut que les retraités que nous sommes, nous soyons debout. Non pas pour créer des troubles à l'ordre public, mais pour s'occuper de la défense de nos droits, pour revendiquer ce qui revient normalement, parce que la pension est un droit. Nous ne mendions pas. Je suis même parfois surpris de voir sur les réseaux sociaux, lorsqu'on paye les salaires ou les pensions, il y a des internautes qui s'amusent à dire que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui vient. Non, c'est le contribuable congolais. Et le président Sassou est chargé de la gouvernance de ça. Malheureusement, il est dans une mauvaise gouvernance et ça gêne terriblement. Donc, je crois, parce que l'un des axes sur lesquels moi je réfléchis, c'est de me poser la question, pourquoi nos syndicats n'organisent pas des assemblées générales pour que nous échangeons, que nous trouvons des solutions? Est-ce qu'il nous est permis de manifester comme la Constitution l'autorise pour que nous revendiquions nos droits? Parce que les pistes, elles sont nombreuses. Et on peut s'asseoir pour en discuter. L'une des pistes sur laquelle j'interviens souvent, c'est la réduction du train de vie de l'État. Et ça, assez souvent, nous avons donné les chiffres là-dessus. L'autre piste sur laquelle nous intervenons là souvent, c'est la récupération de l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Il faut un courage et une volonté politique pour le faire. Et ça, c'est réalisable. Il faut que nous allions vers une situation qui permette une lutte âpre et farouche contre la corruption, contre les détournements des deniers publics et autres. Et ça, à notre avis, on ne devrait pas avoir peur. Quand on discute avec certains retraités, ils disent qu'ils ont peur qu'à la moindre manifestation, ils seront tués. Mais si vous avez peur d'être tué par des balles ou quoi, mais là, vous mourrez parce que les conditions de vie ne vous permettent pas de résister. Mais vous avez des droits et il faut que vous les défendez. C'est pour ça que, devant cette situation que je considère de génocide, que les gouvernants doivent prendre conscience de cette situation, rattraper la situation. Et quand je dis rattraper la situation, c'est faire l'effort de payer régulièrement la pension. Regardez, on est en fin février, on nous dit qu'on paye la pension d'octobre. Quand est-ce qu'on commencera celle de 2026, on n'en sait rien. Et c'est terrible, ça ne peut pas perdurer. Est-ce qu'on peut parler de l'harmonisation de la valeur du point d'indice à 300 pour tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup qui touchent leur pension à la valeur du point d'indice 160, et c'est regrettable. Bon, on voit, dit-on, qu'il y a quelques affichages qui sont faits à la CCA pour annoncer qu'il y a le paiement des arrérages, mais il faut que tout ça s'accélère. Donc, il faut que
nous revisitons le budget de 2026 et que nous regardons, nous fassions des propositions qui devraient permettre à ce qu'il y ait l'augmentation des recettes, des rentrées fiscales pour que nous puissions bénéficier. Mais en tout cas, aujourd'hui, les gouvernants doivent savoir que la politique qu'ils ont adoptée est une politique de sacrifice des retraités. Alors, vous ne pouvez pas être dans une situation où vous avez sacrifié la jeunesse par la dette. Et là, vous sacrifiez les personnes vulnérables, les retraités, par soi-disant un manque de financement, un manque de ressources financières. Mais vous savez bien que c'est le résultat de la mauvaise gouvernance qui a régné pendant tout ce régime. Donc, voilà un peu l'information. Maintenant, l'autre information que je voulais donner, c'est en fait sous la forme interrogative. Nous sommes interpellés. Nous sommes régulièrement interpellés. On nous demande à chaque fois, et je pense que ceux qui nous posent des questions sur l'émission, qu'est-ce qui se passe au Congo? Pourquoi les gens me posent cette question? Ben, ils disent qu'ils ont vécu la situation de notre compatriote Dongou Zidane, qui, dit-on, a été responsable d'importants détournements au niveau du Trésor public. Il vous souviendra qu'à un moment donné, il était directeur général adjoint du Trésor. Il y a un mandat d'arrêt international qui a été lancé. Il y a une réquisition qui avait été prise par le procureur de la République pour porter interdiction de sortie du territoire. On a appris qu'il est sorti, qu'il devait être poursuivi. Par la suite, on a appris qu'il était au mariage du petit-fils Bongo Junior. Et ensuite, maintenant, on apprend, les Congolais apprennent qu'il fait partie de l'équipe de campagne dans le département de l'Ankeni à Lima pour le camp du président Denis Sassou Nguesso. Les gens s'interrogent. Ils s'interrogent d'autant plus qu'après cette information, ils ont vu aussi sur les réseaux sociaux que notre compatriote ancien député Idever Moigny, pour lequel on a vu qu'il y avait pratiquement la levée de l'immunité parlementaire, qu'il a été arrêté, après on a suivi qu'il était évacué en Turquie, puis on a appris qu'il était en France, etc. Et on a vu sur les réseaux sociaux qu'il devrait rentrer pour soutenir le président Denis. Alors les gens se posent beaucoup de questions. Et ils en profitent pour nous les poser en tant qu'acteurs politiques. Mais nous sommes souvent désarmés devant le silence des gouvernants. Et c'est pour ça que nous interpellons les gouvernants. Si ces compatriotes doivent être réhabilités sous le prétexte, soit peut-être que les informations communiquées à l'époque étaient fausses. Mais il faut informer les Congolais. Pour l'ancien député Idever Moigny, ben, tout le monde a suivi les vidéos qui ont été dites, les paroles qu'il a prononcées, notamment le fait qu'il avait révélé même que sous le président Lissouba, il faisait partie, semble-t-il, je ne sais pas si j'interprète mal, de ceux qui créaient l'insécurité pour faire monter la cote du président Sassou, et il semble qu'ils y ont réussi. Maintenant, devant ce silence, les Congolais se posent des questions. Mais au lieu de les poser aux gouvernants, ils nous les posent pour que nous soyons les interprètes, leur porte-parole auprès des gouvernants. Nous posons ces questions. Si ces compatriotes doivent être réhabilités, il faut que le gouvernement communique et qu'il donne l'information aux Congolais pour que nous ayons le cœur tranquille. Maintenant, l'autre information que je vais aborder, c'est que beaucoup d'entre vous vont être surpris. J'ai reçu ma carte d'électeur. J'ai reçu ma carte d'électeur. J'ai eu la chance, sinon le bonheur, de discuter avec la personne qui est venue la déposer chez moi. Et je lui ai posé la question, d'après ce qu'il m'a dit, bon, ben, c'est le résultat du fichier de 2002. Et je trouve que ce n'est pas du tout intéressant. Déjà qu'à plusieurs reprises, en commençant par l'année 2013 à Tunisie, il avait été recommandé l'établissement des cartes biométriques avec photo. C'était subordonné à la tenue du recensement général de la population et de l'habitat. Ce recensement a été fait, les données ont été communiquées en 2023, si je ne me trompe, puisque à cette date, je crois que la population du Congo était de 6 142 180 habitants. Et nous n'avons pas compris pourquoi depuis là, il n'y avait pas de carte biométrique. À un moment donné, on nous a parlé à Ouando
On nous avait dit que les cartes biométriques ne devaient pas être prêtes pour les élections locales et législatives, mais ça devait être prêt pour l'élection présidentielle. Et malheureusement, le ministère de l'Intérieur, sinon les gouvernants, ont fait le choix, une nouvelle fois, d'aller vers la révision des listes électorales, méthodologie qui a été déjà relevée par le ministère de l'Intérieur lui-même, que cette méthodologie ne permet pas d'aller vers la maîtrise du corps électoral et ne permet pas la bonne tenue du fichier électoral. Ça fait partie des conditions, justement, non permissibles pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente. Donc, on a la carte. Et là aussi, je vais terminer en disant que c'est dommage, c'est dommage. En 2021, en 2020, quand il y a eu la concertation à Madinou, il était dit qu'on ne pouvait pas faire le recensement administratif parce que les délais ne le permettaient pas. Mais écoutez, depuis plusieurs années, on aurait dû prendre les dispositions pour que cette question soit réglée. Maintenant, quand j'ai regardé ma carte, je souris un peu. D'abord, chez moi, il n'y a que mon fils et moi qui avons eu une carte et les autres n'en ont pas eu. Je ne sais pas comment ça se passe. Ensuite, j'ai souri avec celui qui me l'a remise parce qu'on a mis non, Mirassa Clément, bon, on a donné la date de naissance, etc. On a bien donné le nom de ma mère et son prénom, enfin, ma défunte mère, et le nom du père, Mirassa Clément. Donc, je crois que je suis à la fois le détenteur de la carte et le père du détenteur de la carte, mais je crois que ça ne devrait pas se répéter. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux des images, des vidéos où les gens sont en train de montrer plusieurs cartes qui portent les noms des personnes décédées depuis plusieurs années, ce qui pose le problème de la fiabilité, mais justement des listes électorales, ce qui pose le problème de la maîtrise du corps électoral, mais visiblement, les gouvernants ne veulent pas résoudre fondamentalement ces problèmes et on aura l'occasion d'y revenir. Maintenant, le troisième problème sur lequel je vais venir, peut-être que de temps en temps, pendant la campagne électorale, je reviendrai là-dessus, c'est que je dois dire aux Congolais que la campagne démarre. Mais il faut noter que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui est candidat à sa propre succession, et le parti au pouvoir dont il est le président, ne sont pas en conformité avec la loi. Et cet aspect, il faut le relever, parce que ça veut tout simplement dire que l'élection présidentielle de 2015 se passera dans l'irrespect des lois et règlements de la République. Et je vous rappelle ce que le président Sassou avait dit en 92 quand il était opposant. Il insistait pour dire que nous ne pourrons pas accepter que soient organisées des élections hors la loi. Visiblement, cette élection sera une élection hors la loi. Ce n'est pas qu'on veuille faire des provocations, quoi. Il s'agit des preuves qu'on apporte dans le cadre du débat. Et sur cette question, vous savez bien que j'ai introduit des recours depuis 2020. J'ai introduit le dernier, le 14 janvier dernier, et j'ai compris que les gouvernants ne veulent rien faire pour régler ce problème. En fait, le message qu'ils envoient, c'est que même après avoir changé la Constitution pour faire évoluer les institutions, la loi, c'est il faut se soumettre à leur volonté. Et comme leur volonté, c'est conserver coûte que coûte le pouvoir, mais nous assistons à quoi? L'élection du 15 mars 2026 n'est rien d'autre qu'un hold-up électoral, un coup d'État électoral. Et ça ne grandit, ça ne fait pas honneur aux Congolais, ça ne fait pas honneur aux gouvernants. Et je crois qu'ils devraient regarder et réfléchir à cette question. Si le président de la République, si le parti au pouvoir ne respecte pas la loi, question, la loi, sinon la Constitution, est faite pour qui? Et ça, c'est un véritable problème. C'est un dilemme. J'ose espérer que les gouvernants auront l'occasion d'y répondre. Et peut-être que la campagne qui va se dérouler sera une occasion pour revenir sur ces questions. Maintenant, après avoir donné ces informations, je vais passer à la thématique de ce jour. La thématique de ce jour est liée justement à l'actualité électorale. Il s'est tenu du 16, c'était prévu du 16 au 19, mais il semble que ça s'est tenu du 16 au 18, un dialogue politique au niveau de
Djambala et nous nous sommes posé la question, comme beaucoup de Congolais, dialogue politique à Djambala, volonté de transparence ou simple diversion? Et je crois que c'est une question fondamentale. Parce que d'abord, il faut reconnaître que c'est à travers les réseaux sociaux que les Congolais ont appris que le 29 janvier, lors de la conférence des préfets à Djambala, le ministre de l'Intérieur avait annoncé qu'il allait se tenir on parlait d'une concertation, mais finalement, on va voir tout à l'heure, il s'agit d'un dialogue, qu'il allait se tenir un dialogue, semble-t-il, parce que assez souvent, à l'orée ou à l'approche des élections présidentielles, il y a un dialogue qui se tient, probablement pour harmoniser les choses, etc. Mais celui-ci avait une particularité, c'est que cette rencontre ne devait pas remettre en cause le processus électoral. Problème, puisque beaucoup d'acteurs politiques avaient déjà intervenu pour dire que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente n'étaient pas remplies. Finalement, il est apparu que ce dialogue devait, semble-t-il, se pencher sur les questions de paix, d'unité et de stabilité des institutions. Mais en fait, on a compris clairement que la volonté des gouvernants, c'était de projeter la non-organisation des manifestations à l'issue de cette élection. Peut-être pensait-il ou pense-t-il qu'il pourrait avoir à l'issue de ces élections un peu l'exemple de ce qui s'est passé avec le candidat Issa Chiroma Bakari au Cameroun. Mais je crois que ce n'était pas du tout une bonne chose. Donc, après ces informations, nous allons passer à la thématique principale. Et la thématique principale tient compte de l'actualité environnante, notamment celle qui est liée à l'élection. Et nous avons eu la faveur de vivre, de suivre ce qui s'est passé au niveau de Djambala en ce qui concerne le dialogue politique qui s'est organisé. Et nous nous sommes posé la question, dialogue politique de Djambala, volonté de transparence électorale ou simple diversion. Et c'est pour ça que nous nous réjouissons d'avoir découvert à travers les réseaux sociaux que le ministre de l'Intérieur avait annoncé lors de la conférence des préfets le 29 janvier qu'il allait organiser un dialogue, une rencontre, une concertation politique qui devait, semble-t-il, se pencher sur les problèmes de questions électorales. Alors, les gens étaient surpris. Et vous me poserez la question, ils étaient surpris pourquoi? La première question, c'est à quoi servirait cette concertation à moins d'un mois de la tenue de l'élection? S'agit-il d'une rencontre qui allait se pencher sur les problèmes de l'élection présidentielle 2026 ou plutôt des élections à venir? Ça, c'est la première question. La deuxième question, mais pourquoi ça se passe comme ça alors que depuis Evo, il avait été recommandé au gouvernement d'élaborer un timing précis des opérations préélectorales et électorales afin d'éviter la précipitation. Et je peux vous rassurer que le gouvernement n'a jamais élaboré le moins de timing. Et si on avait ce timing, ça nous aurait évité beaucoup de choses. Mais, quoi qu'il en soit, à travers les réseaux sociaux, on a appris que cette rencontre ne remettra pas en cause le processus électoral, que le processus électoral va bien se tenir, tout en sachant qu'il y a des voix qui se sont élevées à travers le pays pour relever de façon claire et franche que les conditions permissives n'étaient pas remplies pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente. Alors, que cherche-t-on? Et toujours d'après les mêmes sources, il nous a été indiqué qu'en fait, on voulait mettre un accent tout particulier, faire rencontrer les acteurs politiques pour qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas la contestation des élections, que les voies de recours sont reconnues, sont connues, et que, mais dans tous les cas, ce message, on l'avait déjà entendu lors de ces menaces que nous avons subies au niveau de la force publique. On nous avait même dit à l'époque que les meetings devaient se faire dans les parcelles et que si on dérangeait les voisins pour des questions de bruit ou quoi, ben, il y aurait arrestation chez vous, etc. Donc, on en était extrêmement préoccupés. Donc, nous avons eu ces informations, puis finalement, il est apparu que cette rencontre devait, semble-t-il, se pencher sur les questions de paix,
les questions d'unité, de stabilité d'institutions et surtout ne pas manifester au sortir de la publication des résultats. Est-ce que les gouvernants soupçonnent qu'il y aura des contestations dans la rue ou quoi lors de la proclamation de ces résultats? On n'en sait rien. Il vous souviendra déjà que en 2016, le 4 avril, on a connu avant pratiquement la même nuit où il y avait la proclamation tardive des résultats, parce qu'au Congo, ça se fait très tard, au moment où les gens donnent, il y a eu les attaques dans la partie sud de Brazzaville, attaque qui s'est prolongée dans le pool et qui a donné ce qu'on appelle la guerre du pool. On connaît les conséquences et on connaît les résultats, le bilan qui a été fait, qui a été extrêmement... Donc, on s'est posé la question, les responsables des médias se sont parfois moqués de nous, les acteurs politiques, en se disant, cette énième concertation politique servira à quoi? Sinon à permettre à ces acteurs politiques de toucher des gros perdiens. Il semble qu'à ces occasions, c'est des gros perdiens qui sont versés. Quoi qu'il en soit, l'idée avait déjà été émise et il faut que l'on s'en tienne là. Maintenant, par la suite, on a vécu que le ministre de l'Intérieur a procédé à des invitations, non pas il n'a pas parlé non pas de concertation politique, mais il a parlé plutôt d'un dialogue politique. Et ça nous pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons revisité, nous avons revu les attributions du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Au plan législatif et au plan réglementaire, rien n'est prévu. Ça veut dire que, y compris toutes les concertations qui se sont passées, y compris ce dialogue qui a eu lieu à Djambala, se sont déroulés sans base juridique. C'est la volonté des gouvernants. Et assez souvent, les voix se sont élevées à travers le pays pour demander, pour exiger la tenue d'une réunion du Conseil national de dialogue, instituée par les articles 227 et 228 de la Constitution sur les grands problèmes politiques d'intérêt national, et surtout qu'il a été précisé que le Conseil national de dialogue est un organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Jusque-là, ce dialogue, ce Conseil national de dialogue n'a jamais été formellement mis en place. Il ne s'est jamais tenu et on avance, on fait un certain nombre de choses. C'est pour ça que nous tenons à le relever. Et nous tenons à le relever parce que nous constatons que dans l'actualité politique congolaise, on se base beaucoup sur les concertations politiques par rapport aux élections, alors que le Congo traverse depuis plus de 10 ans une grave crise multidimensionnelle à laquelle les gouvernants n'ont pas pu apporter des solutions. Les voix se sont élevées à travers le pays pour réclamer soit la tenue des États généraux, soit d'un dialogue national inclusif, soit la tenue du Conseil national de dialogue. Il n'y a jamais eu. Et ça c'est à déplorer, c'est à regretter. Nous osons espérer que les dispositions seront prises pour que les choses puissent être rattrapées. Maintenant, au-delà de ça, lorsque l'on lit l'invitation du ministre de l'Intérieur, c'est pour lui, il s'agit d'un forum pour la consolidation de la démocratie et de la réaffirmation de la culture de la paix par l'élite politique à l'orée de chaque élection majeure. Alors nous le disons parce que nous lions ce problème avec le thème de ce dialogue. Le thème est le suivant. Dans la paix et l'unité, consolidons la démocratie par des élections libres et transparentes. Et ça me fait faire quelques commentaires. Le premier commentaire que je fais, il faut essayer de répondre à la question. Est-ce que le Congo est une démocratie? La réponse est non. Pas parce qu'on veut s'attaquer au Congo, mais parce que quand on se réfère aux statistiques qui sont des outils précieux d'aide à la décision, l'indice de démocratie du Congo de 2021 à 2024 a été de 2,79 sur 10 et classe le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Donc la question ici, si le Congo est une dictature, c'est la dictature qu'on veut consolider ou c'est la démocratie?
Si vous n'êtes pas démocratie, vous ne pouvez pas consolider la démocratie. Maintenant, si vous êtes des dictatures, ce que vous cherchez à consolider, c'est pratiquement la dictature. Et ce n'est véritablement pas une bonne chose. Ce n'est véritablement pas une bonne chose. Et le disant, j'insiste, pourquoi? Parce que j'aime à m'appuyer sur ces déclarations. Le président Gbagbo lui dit, la démocratie, c'est le respect des textes. À commencer par la plus grande des normes en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. D'entrée de jeu, je vous ai dit que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Je vous ai dit que le parti au pouvoir n'est pas en conformité avec la loi. Donc les gouvernants ne sont pas en conformité avec la loi. Ils ont violé la Constitution. Ils ne sont pas démocrates. Et à mon avis, cette question devrait pratiquement préoccuper les gouvernants. Mais ils ne s'en préoccupent pas. Ils ne tiennent pas compte des statistiques qui sont données pour qu'ils contribuent à l'amélioration. Mais je vous ai dit sur pratiquement 4 ans, 2021, 2022, 2023, 2024, notre indice de démocratie est de 2,79. Nous n'avons pas évolué. Donc, quand on parle de démocratie, je crois que nous nous situons à un autre niveau que le niveau réel que nous nous occupons. Et je rappelle aux Congolais, toujours cette déclaration du président Sassou, qui ne fait que corroborer ce que le président Gbagbo a dit, lorsqu'il dit cependant vrai le fait que je ne pourrais tolérer que la Constitution soit violée. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et il a ajouté, j'insiste pour dire que nous n'accepterons pas que soient organisées des élections. Voilà pour ce qui est de la consolidation. Donc, sur les concepts, il faut que nous nous accordons et que nous soyons d'accord sur ça. Le deuxième volet, nous faisons les concertations depuis 2009. On en a fait à Brazzaville, on en a fait à Ivo, on en a fait à Dolisie, on en a fait à Sibiti, on en a fait à Wesso, on en a fait à Madjingu, on a terminé à Ouanou. Pratiquement déjà cette concertation politique faite. Le constat est clair. Le constat est clair. Elles n'ont en rien amélioré la gouvernance électorale. C'est tellement parce que nous sommes justement une dictature. Elles ne sont pas prêtes à améliorer. Et en plus, l'autre commentaire qui est fait assez souvent, mais c'est que les recommandations qui ont été retenues lors de ces concertations n'ont jamais été mises en application. N'ont jamais été mises en application. De sorte que lorsque le ministre de l'Intérieur ajoute qu'il parle de raffermir la volonté de la réaffirmation de la culture de paix. Mais il faut noter, la paix, ce n'est pas seulement l'absence de crépitement des arbres, c'est plus profond. Et je crois que les gouvernants doivent réfléchir sur le silence qu'ils ont choisi d'observer devant les appels répétés des Congolais qui demandent la tenue d'un dialogue national inclusif, qui demandent la tenue d'une réunion du Conseil national de dialogue, qui souhaitent que les Congolais se retrouvent pour sortir ce pays qui est véritablement dans la ruine, qui est dans la catastrophe, pour essayer de sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Et c'est dommage qu'assez souvent, les gouvernants y ont répondu par le silence. Mais que devons-nous faire devant la situation de la grave crise multidimensionnelle que nous traversons? Maintenant, l'autre point que nous allons aborder, nous allons un peu parler du contexte. Le dialogue politique de Djambala va se tenir dans quel contexte? Premièrement, on a créé un climat de peur et de terreur. Ce climat a commencé avec l'opération Zéro Koulouna ou Zéro Bébé Noir, mais qui a véritablement créé de la psychose, tout en reconnaissant qu'il y a urgence et nécessité pour les Congolais d'être en sécurité, d'être dans la paix. Mais malheureusement, cette opération nous a amené à quoi? Mais elle a amené à ce que des actes ont été posés qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et par rapport à la loi, je peux vous rappeler un certain nombre de choses, notamment le fait que dans notre Constitution, il est dit clairement que la peine, la personne humaine est sacrée et a droit à la vie. L'État a le droit et l'obligation de la respecter, de la protéger. Nous devons rappeler que la peine de mort est abolie
Nous devons rappeler que toute personne arrêtée doit être informée du motif de son arrestation et de ses droits dans une langue qu'elle comprend. Nous devons rappeler que tout acte de torture, tout traitement cruel, etc., est interdit. Voilà les aspects. Et c'est pour ça qu'il y a eu des voix dans ce pays pour dire, nous voulons de la sécurité. Mais les opérations qui doivent ramener la sécurité doivent être menées conformément aux lois et règlements de la République. Donc voilà, il y avait déjà ce climat de peur, de terreur qui a été créé dans le pays. Maintenant, toujours par rapport à ce climat de terreur, au niveau du contexte, mais vous avez les événements du pool. Les événements du pool qui ont créé encore une psychose dans ce département, qui a amené beaucoup de Congolais à se retrouver pratiquement en RDC comme réfugiés. Vous avez appris qu'il y a eu des bombardements, que les populations ont fui dans les forêts, etc. Alors les Congolais se posaient la question, mais on va vers l'élection. D'où vient qu'on crée ce climat de terreur, ce climat de psychose, cette psychose de peur, etc. Et je crois que ce n'est pas du tout une bonne chose. L'autre élément qui a créé justement beaucoup de peur et de psychose, de terreur, mais c'est la déclaration de la force publique, où il faut le dire, les opposants se sont sentis directement visés. Les opposants se sont sentis directement visés, avec des déclarations du type que les meetings se feraient dans la parcelle. Et s'il y a des nuisances sonores, ben on viendrait vous arrêter. Alors on a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On osait espérer qu'au niveau de Djambala, toutes ces questions devaient être évoquées. Mais nous rappelons à ce propos ce que nous avons déjà dit, notamment en rappelant par l'esprit les dispositions de l'article 205 qui dit que la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République et elle est placée sous l'autorité civile. Ce n'est pas ce que nous semblions vivre, etc. Et je crois que c'est un autre point. Maintenant, l'autre point au niveau du contexte que nous pouvons évoquer, c'est le non-respect de la loi. Nous vous l'avons dit tantôt et nous le répétons assez souvent. Le président de la République, le Parti congolais du travail ne sont pas en conformité avec la loi. La loi est faite pour qui? Si eux, ils ne respectent pas la Constitution, s'ils ne sont pas exemplaires, la loi est faite pour qui? Et je rappelle à ce propos que les gouvernants eux-mêmes aiment à dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Nul n'est au-dessus de la loi. Ça veut dire que le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. C'est un citoyen et il doit se conformer aux lois et règlements de la République et à la Constitution, comme le précise l'article 15 de la Constitution, qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Nul ne doit être favorisé, désavantagé par rapport à sa condition sociale, par rapport à son origine, etc. Les choses sont véritablement claires et elles doivent être dites. Maintenant, pour terminer sur ce créneau, toujours dans le contexte, nous l'avons dit, les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente ne sont pas remplies. Elles ne sont pas remplies, mais si elles ne sont pas remplies, la responsabilité en revient aux gouvernants. La dernière élection a eu lieu en 2021. C'est depuis 2021 qu'ils auraient dû mettre au point un timing des opérations préélectorales et électorales pendant 4 ans pour permettre que nous allions de façon claire et honnête à ce genre de rendez-vous. Ça n'a pas été fait et ce n'est pas du tout normal. Donc voilà en ce qui concerne le contexte. Maintenant, nous allons passer à un autre examen, c'est l'examen des travaux. Au niveau des travaux, je ne reviens pas sur le thème qui a été dit, je ne reviens pas sur les rappels que j'ai faits en disant qu'il y a déjà eu cette concertation et qu'elles n'ont en rien amélioré la concertation, mais je dois quand même rappeler qu'avant cette élection, je ne parlerai pas de l'élection de 2021, je parlerai de la concertation de Madingu, où les gens se sont séparés en queue de poisson et ils ne se sont pas accordés sur 3 points essentiels. La mise en place d'une commission nationale véritablement indépendante, le problème de la maîtrise du corps électoral et de l'établissement des listes électorales fiables, le problème du plafonnement des dépenses de campagne, qui est un véritable problème et dans tous les cas, nous allons y revenir. Alors, comment on fait?
Comment on fait? Et on se pose la question, mais pourquoi l'administration, pourquoi les gouvernants n'arrivent pas à remplir correctement les missions qui leur sont confiées? Surtout que les Congolais doivent savoir qu'en matière électorale, il y a pléthore de structures. Et je vais vous citer les structures qui s'occupent des questions électorales. Il y a le ministère lui-même à travers le cabinet. Il y a la Commission nationale d'organisation des élections. Il y a la Direction générale des affaires électorales. Il y a au niveau du Premier ministre le Haut Commissariat à la gouvernance électorale. Et il y a encore au niveau de la présidence le comité de suivi des recommandations des CBT. Donc, on a une pléthore de structures. On ne sait pas si c'est un problème de compétence, si c'est un problème de manque de volonté, mais visiblement, elles ne rendent pas compte, elles ne remplissent pas les missions qui leur sont confiées, et c'est dommage, parce qu'assez souvent, on constate que les conditions ne sont pas remplies, que les recommandations arrêtées ne sont pas exécutées. Il s'agit là purement et simplement d'un manque de volonté politique pour faire les choses. Mais pourquoi, dans quel objectif? Toujours dans l'objectif de la conservation coûte que coûte du pouvoir. Et je crois que c'est véritablement dommage. Maintenant, si on parle du présidium de la Réunion, alors si on parle du présidium de la Réunion, j'ai le document sous les yeux, je trouve que c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Parce que le présidium de ce dialogue de Djambala est composé de qui? Pierre Mabiala, ministre d'État, ministre des Affaires foncières et du domaine public, chargé des relations avec le Parlement. Je rappelle que c'est un membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Premier vice-président, Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Deuxième vice-président, Josué Rodrigue Ngonimba, ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, membre du bureau politique du Parti congolais du travail. Troisième vice-président, Luc Joseph Okio, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme. Je crois savoir qu'il est membre du comité central. Donc, vous voyez que le présidium est composé des membres, soit du comité central, soit du bureau politique du Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi. Qui n'est pas en conformité avec la loi. Donc, vous voyez bien que les objectifs de ce dialogue sont bien clairs. C'est conforter la position du Parti congolais du travail dans l'objectif qui est toujours le leur, de conserver le pouvoir. Mais j'ajouterai quelque chose à cette affaire de présidium. C'est que tous ces membres que je viens de citer, membres du bureau politique ou membres du comité central, mais ils ont tous été des congressistes, tant en 2019 qu'en 2025, et ils ont fait partie des congressistes qui ont décidé unanimement, tant en 2019 qu'en 2025, de reconduire le président de la République, Denis Sassou Nguesso, comme président du comité central du Parti congolais du travail, en fait, le président du Parti congolais du travail, en violation de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution, qui dit que le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique. Et c'est la même politique qui est utilisée par eux pour la nomination des préfets. La plupart des préfets et autres sont des membres du bureau politique ou des membres du comité central, parfois les membres du Parti congolais du travail, qui ont décidé de soutenir la nomination, sinon l'élection du président Denis Sassou Nguesso comme président du comité central. Est-ce que vous pensez que ces gens au poste où ils sont, ou au présidium où ils sont, ils vont venir travailler contre les intérêts du Parti congolais du travail? Non. D'autant, et c'est ça qui me surprend, qui m'a surpris, d'autant que le Parti congolais du travail devait être sanctionné. Je crois que le ministre Mboulou le sait. En tout cas, nous, on le lui rappelle assez souvent. Conformément à un article 31 de la loi 2017 du 12 mai 2017 relative aux partis politiques, qui dit clairement qu'en cas de violation des lois en vigueur
par tout parti ou groupement politique ou de troubles à l'ordre public, le ministre chargé de l'administration du territoire suspend par voie d'arrêté le parti concerné et procède à la fermeture provisoire de ces locaux. Pourquoi ce n'est pas fait par le PCT? Donc, vous voyez qu'à quelques jours de la tenue de l'élection, et le PCT vient faire donner la preuve que pour eux, la loi ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est la conservation du pouvoir. Et vous avez là une preuve une fois de plus. Maintenant, après avoir évoqué ça, nous allons évoquer l'aspect de la participation. Mais la participation, elle est basée sur un principe clair. C'est l'exclusion. Participe majoritairement le Parti congolais du travail avec les partis alliés. Et ensuite, ce que le ministre Mboulou considère comme, qu'il reconnaît en tant que ministre comme conforme à la loi, par rapport à l'arrêté qu'il a pris, le dernier qu'il a pris, c'est le 1726 bar MID bar cap du 25, je crois du 25 juin 2025, pour lequel nous avons écrit au Premier ministre, preuve à l'appui, pour donner les éléments et dire que les 42 partis qui figuraient sur la liste étaient dans leur quasi-totalité, n'étaient pas dans leur quasi-totalité conformes à la loi. Alors, vous voyez? Et si nous parlons de preuves de tricherie, de preuves de fraude, de preuves de faux et d'usage de faux, parce que quand nous avons saisi le Premier ministre sur cette question, nous avons souhaité que le décret soit retiré, mais le décret n'a jamais été retiré. Mais ce qui est vexant et qui est préoccupant dans cette situation, mais c'est que le ministre Mboulou et tous les membres du bureau du PCT savent que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Il a violé la loi depuis 2002. Il a violé, après qu'on ait procédé au changement de constitution, et depuis 2002, le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. La même remarque pouvant être faite pour le Parti congolais du travail. Maintenant, ce qui m'a touché par rapport à cette participation, c'est de voir des candidats reconnus déjà, qui avaient déjà déposé leur dossier à la Cour constitutionnelle, ne pas prendre part à ce dialogue, qui semble-t-il devait s'occuper des problèmes de paix, d'unité, de stabilité des institutions et surtout des attitudes qu'on devait adopter après la proclamation des résultats. Est-ce que c'est normal? Pourquoi cette exclusion? Pourquoi cette exclusion? Évidemment, il y a des personnes qui sont déclarées persona non grata là-bas, mais en tout cas, moi, ça ne m'empêchera pas toujours de dire que quel que soit ce que le ministre Goulou fait, quel que soit ce que le PCT fait, mais il faut qu'ils sachent qu'aujourd'hui, les Congolais, l'opinion nationale, l'opinion internationale sont bien informés que le président Denis Sassou Nguesso et le Parti congolais du travail ne sont pas en conformité avec la loi. Mais il faut rappeler au ministre Ngoulou que le PCT et le président Sassou ne sont pas au-dessus de la loi. Maintenant, une fois qu'on a évoqué ce problème de participation, on peut parler de du déroulement des travaux. S'agissant du déroulement des travaux, j'ai vu, d'après ce que j'ai pu consulter comme document, que le point essentiel, curieusement, le point essentiel, en fait, il n'y en avait qu'un. Faire le bilan des recommandations qui ont été faites à la concertation de Ouando en 2022. Est-ce que c'est sérieux que c'est depuis 2002 que ce bilan soit fait à moins de 30 jours de la tenue de l'élection présidentielle? Vous voyez bien que dans la manière de travailler, il y a énormément de problèmes. Il y a une volonté manifeste. En fait, on a le sentiment que y en a qui se croient au-dessus des autres, qui veulent écraser les autres et qui ne veulent pas que les choses aillent de l'avant. Maintenant, par rapport à ce bilan, ce qui m'a fait rire, c'est que par exemple à Ouando, avant que je ne fasse le commentaire général, mais il y avait une recommandation qui disait qu'il fallait procéder à la révision en baisse des taux de cautionnement à l'élection présidentielle. Vous savez que le pays est en crise, mais ils ne l'ont pas fait.
Ils ne l'ont pas fait. Parce que pour l'élection présidentielle, le taux de cautionnement est de 25 millions. Alors que des voix se sont élevées depuis pour proposer que ce taux soit à 5 millions. Et vous voyez, peut-être qu'il y avait des candidats qui voulaient se positionner. Je pense à mon frère Libongo qui dit qu'il n'a pas pu rassembler les 25 millions, mais peut-être qu'il aurait pu rassembler, si c'était à 5 millions, qu'il aurait pu rassembler. Donc, vous voyez comment on pénalise au niveau des collèges. Maintenant, quand on a fait ce bilan, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quand on a fait le bilan, il est apparu quoi? Il est apparu que il y a eu 6 recommandations qui n'ont pas été exécutées. Il y a une recommandation qui est en cours et il y a 5 recommandations qui n'ont pas été exécutées. Il y en a 6 qui ont été exécutées, 5 qui n'ont pas été exécutées. 5 recommandations. Avec la pléthore des structures que je vous ai citées, qui sont extrêmement nombreuses. Comment on peut l'expliquer? On ne peut l'expliquer que par une chose, le manque de volonté d'aller vers la transparence, d'aller vers des élections libres, démocratiques, transparentes et apaisées. Et ce bilan confirme quoi? Mais ce bilan confirme que le gouvernement n'a pas la volonté de mettre en exécution les recommandations qui sont faites. Et enfin, on peut terminer là en disant que toutes les concertations organisées n'ont nullement amélioré en quoi que ce soit la gouvernance électorale. Et Djambala n'échappe pas, puisque les voix se sont élevées à Djambala pour dire les recommandations que nous avons faites ne concernent pas l'élection qui va avoir lieu le 15 mars 2026, mais c'est pour les futures élections. Mais pourquoi il y avait la précipitation après cette concertation moins de 30 jours avant l'élection présidentielle? Il y a véritablement anguille sous roche. Nous avons appris par certains canaux qui semblent que le pouvoir voulait prouver à l'opinion internationale, etc., qu'il y a un dialogue, que les acteurs... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a eu d'abord l'exclusion, et ensuite les vrais problèmes n'ont pas été examinés, n'ont pas été posés correctement. Alors c'est pour ça que le point qui suit, nous allons essayer de donner un bref aperçu de quelques recommandations, pas seulement celles de Wando, mais des recommandations qui sont faites depuis 2009, qui n'ont pas été mises en exécution. Alors pour ça, je me réfère à ma petite fiche technique. Nous avons une recommandation qui a été faite en 2009. Sur quoi? L'accès de toutes les sensibilités politiques aux médias d'État, faite en 2009, lors de la concertation de Brazzaville. Jusqu'aujourd'hui, les partis de l'opposition n'ont pas accès aux médias d'État. Il y a la caporalisation par le Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi de ces médias. Sous le prétexte qu'il est reconnu par les ministres Moulou, mais les éléments objectifs que nous avons font apparaître que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Un deuxième point, une deuxième recommandation. Celle-ci a été prise en 2011 à Ivo. L'inscription par le gouvernement des opérations préélectorales et électorales dans un timing précis de façon à éviter la précipitation. Je vous ai dit qu'on est déjà dans la précipitation. C'est cette précipitation qui a amené le ministre de l'Intérieur, qui avait déjà parlé en mars 2024 de la tenue d'une concertation nationale qui allait se pencher sur les problèmes de la gouvernance électorale, de la loi électorale et puis de la biométrie. Mais ça ne s'est pas fait. Et finalement, il a recouru à quoi? À la révision des listes électorales, tout en sachant que cette méthode ne permet pas d'avoir les résultats que nous voulons. Troisième recommandation dans le même cadre, le retrait de la présence des commissions départementales, des districts et d'arrondissement aux autorités d'administration, préfets, sous-préfets, administrateurs, maires et maires. Celle-ci a été prise à Evo en 2011, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Et je continue. Une quatrième recommandation, mise en place d'une commission nationale électorale véritablement indépendante, soulevée à diriger en 2013. Et c'est là qu'on ne s'accorde pas avec eux.
Parce qu'il faut préciser au gouvernement qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante aux standards internationaux, c'est une commission électorale qui a la maîtrise du processus électoral depuis les opérations préélectorales jusqu'à la proclamation des résultats. Au Congo, on a proclamé la commission indépendante, mais je vous rassure que selon les standards internationaux, elle n'est pas indépendante. On triche en faisant ce genre de déclaration. Et j'ai pour témoignage, vous pouvez vous référer à la déclaration de Bamako de novembre 2000, vous pouvez vous référer à la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Vous aurez bien la définition. Et nous-mêmes, en ce qui nous concerne, le PCT et nous, le PSDC et d'autres partis, nous avons signé en 97, avant l'élection qui était prévue. Malheureusement, il y a eu la guerre. Nous avons envoyé un mémorandum sur l'élection présidentielle au président Pascal Lissouba. Et là-dedans, nous avons défini les thèmes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale véritablement indépendante. Mais depuis que le PCT est revenu au pouvoir, ils ont ignoré ça, etc. Et c'est véritablement dommage. Maintenant, la cinquième recommandation, c'est l'établissement des cartes biométriques avec photo retenues à Delizy depuis 2013. Depuis 2013. On a toujours trouvé des prétextes. Et avant, c'était le recensement général de la population de l'habitat. Après, c'est devenu l'amélioration du système d'état civil. Non, c'est un manque clair de volonté et de courage politique d'y aller parce qu'on ne veut pas aller vers la transparence, etc. Maintenant, vous avez une sixième recommandation, je crois, application effective de la loi sur les partis politiques avec délivrant des récépissés à tous les partis qui sont en règle. Bon, nous, notre parti a déjà un récépissé, mais on a des problèmes, semble-t-il, et ça, c'est une autre paire de manches. Là aussi, on parle de l'application effective de la loi avec rigueur, mais je vous ai dit tantôt que le PCT qui n'est pas en conformité avec la loi est reconnu. Ça veut dire que on ne suit pas, on n'applique pas correctement, parce qu'on a envie d'exclure les uns et on a envie de maintenir même ceux qui ne sont pas en conformité avec la loi. Et dans ces créneaux, nous rappelons également une recommandation qui avait été prise à Delizy s'agissant de la maîtrise du corps électoral, de l'établissement des listes électorales pour permettre que l'on aille, et je crois qu'à Delizy, on avait fortement retenu l'idée de la réalisation d'un recensement consensuel administratif spécial, mais il semble que cette idée ne marche pas. Mais cette liste n'est pas exhaustive, on peut la reproduire. Donc, il n'est pas bon de se limiter seulement à faire le bilan des recommandations issues de la concertation de Ouagadougou. Il faut faire le bilan depuis 2009, parce qu'il y a beaucoup de choses, je vous en ai fait la démonstration, qui ont été retenues en 2000. Mais il ne faut pas que le pouvoir oublie. Regardez, il y a une autre déclaration, plutôt recommandation que je n'ai pas faite parvenir. Je crois qu'elle date de Evo en 2011. C'est la prise d'un texte de loi plafonnant les dépenses des campagnes électorales. Et vous comprenez pourquoi on ne veut pas de ce texte. Depuis 2011 à Evo, jusqu'à maintenant, ça fait 15 ans. On a un Sénat, on a une Assemblée nationale. Donc, vous voyez bien que la preuve est faite que le gouvernement, les gouvernants actuels ne veulent pas aller vers l'organisation d'une élection libre, équitable et transparente. Maintenant, après avoir fait ça, nous avons tenu à évoquer un problème. C'est les oublis sciemment organisés. Et je suis désolé, parce qu'on parle de paix. On parle de paix. Mais ça veut dire que la question de paix devrait être une question centrale à ces débats. Et c'est là où je rappelle la nécessité que nous allions vers les États, plutôt, soit les États généraux de la nation, soit la tenue d'une réunion du Conseil national de dialogue. La paix, non seulement parce que nous en avons besoin, non seulement parce que pendant les élections, il faut prendre les dispositions pour que tous les candidats circulent librement. Déjà, on a vécu le cas de Libongo Bungoka qui avait été chassé du département, je dis bien chassé, du département
de son département d'origine, qui est celui de la Nicolas, il faut espérer que les candidats se déplaceront librement sans le moindre problème, etc. Mais il y a le problème de la paix dans le pool. Pourquoi on ne veut pas résoudre structurellement et fondamentalement ce problème? Et moi, je suis de ceux qui pensent et qui déclarent, qui j'assume, que l'accord du 23 décembre 2017, qui a été signé entre un conseiller du révérend pasteur Ntoumi et un conseiller du ministre de l'Intérieur, a été passé. Les derniers événements qui ont eu lieu en janvier dans le pool ont prouvé que cet accord est dépassé. Il faut aller vers un autre cadre. Mais l'autre cadre doit revêtir un caractère national. Il faut sortir de ces, je ne dirais pas de ces petits calculs où on... Non, il faut en faire un problème national. Et il faut que le pool est un département du Congo et que tous les Congolais doivent être impliqués lorsque un département est touché, mais que même lorsqu'on parle de la situation préoccupante de la Likwala, c'est tous les Congolais qui doivent être préoccupés et on doit pratiquement avancer. Maintenant, il y a le problème du respect des lois et règlements à travers justement l'application effective de la loi sur les partis. Et je m'appuie sur ce problème, sur le fait que et le président de la République et le parti au pouvoir ne sont pas en conformité avec la loi. Est-ce qu'il est normal qu'à Djambala, on n'ait pas évoqué cette question, où on a voulu se rapprocher de la date de l'élection pour ne pas permettre l'examen de cette situation, qui est terriblement préoccupante, parce qu'il s'agit de la violation de la loi. Et quand on parle du président de la République, je l'ai fait apparaître clairement dans le recours que j'ai introduit à la Cour constitutionnelle, mais on aboutit à déduire que le président de la République a violé, sinon a trahi le serment qu'il a prêté. Et quand il a violé ou trahi le serment, et ça s'appelle, enfin moi je considère, je ne suis pas juriste, je crois que le président de la République est soit dans une situation de faute grave, soit de haute trahison. Mais ce n'est pas des questions qu'il faut prendre à la légère. Et je suis surpris qu'à Djambala, on n'ait pas pris en charge de cette situation. Maintenant, l'autre question. Je me posais bien la question. Je m'interrogeais. Je me disais, puisqu'on parle de paix, puisqu'on parle d'unité nationale, peut-être de concorde nationale, de stabilité, je me suis posé la question, est-ce qu'on évoquera la question des prisonniers politiques? C'est vrai que les gouvernants disent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais pour l'opinion, tant nationale qu'internationale, il y a des prisonniers politiques, et parmi ceux-ci, il y a Jean-Marie Michel Moukoko, il y a Andro Kombi-Salisa. Et quand on voit les questions que j'ai posées d'entrée de jeu, quand on voit ce qui se passe pour notre compatriote Dongou Armel Zidane, qui avait déjà un mandat d'arrêt international, quand on voit ce qui se passe pour notre compatriote Idever Mani, mais on est surpris de l'attitude que les gouvernants prennent. Parce que s'il est vrai qu'on a fait courir une opinion, qu'on a pris des décisions, comme quoi Dongou Zidane aurait dit détourné, je ne sais pas, la justice devrait faire le point là-dessus, 3 000 milliards de francs CFA. Est-ce qu'il est normal que lui soit libre et que Jean-Marie Michel Moukoko et André Kombi-Salisa soient en prison? Est-ce que c'est normal? Pourquoi cette injustice? Est-ce qu'il est normal qu'on ait arrêté le député Idever Moigny, qu'il est passé quelque temps en prison, qu'il a été évacué et que maintenant on dit qu'il est revenu au pays? Est-ce qu'il est normal que par rapport à cette situation, qui est que Jean-Marie Michel Moukoko et André Kombi-Salisa soient toujours en prison? Il y a véritablement un problème. Que se passe-t-il réellement? Justice à deux vitesses, règlement de compte, volonté de nuire et de... Non, je crois qu'il faut qu'on raisonne à ce niveau, enfin, en privilégiant l'intérêt général. Mais je n'oublierai pas aussi un autre problème, c'est le retour au Congo de tous les compatriotes qui sont exilés et qui sont à l'extérieur du pays. Donc voilà un peu le contour que j'ai voulu faire de ce genre de concertation, en disant d'abord au gouverneur, il n'est pas bon que l'idée selon laquelle lorsqu'il y a ce genre de dialogue politique ou de concertation, les participants découvrent l'ordre du jour séance tenante. Il faut que les dossiers soient préparés, que ça donne lieu à des discussions très intéressantes. Maintenant,
ce que nous constatons, et nous pouvons le dire clairement, après l'analyse que nous avons faite, il apparaît clairement que le dialogue politique de Djambala apparaît comme une diversion politique. Il permet, en plus de constater que les nombreuses concertations qui sont organisées dans ce pays prennent des recommandations qui ne sont pas mises en exécution. Et les responsabilités ne sont pas établies. Et c'est ce dialogue de Djambala permet de constater que les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique, transparente, crédible et apaisée n'étaient que ces conditions n'étaient pas réunies pour l'élection de 2026. Pendant combien de temps on va attendre? Et après, quand on fait le bilan, on dit que le bilan est positif. Est-ce que c'est normal? Positif de façon générale ou sur ce point? Parce que sur la gouvernance électorale, il est loin, très loin d'être positif et nous le regrettons très, très sincèrement. Maintenant, nous allons terminer sur ce volet en relevant avec force que depuis plus de 20 ans, et c'est la première fois que j'ai réalisé ça dans un pays, le président de la République et le parti au pouvoir ne sont pas en conformité avec la loi. Et qu'il n'y a aucune institution, il n'y a aucun contre-pouvoir qui a pu soulever ce problème. Véritablement. Ça me donne la confirmation que nous sommes réellement dans une dictature et que nous ne sommes pas dans une démocratie. Mais plus loin, et c'est là que je vais terminer, il apparaît clairement que nous venons de juger sur cette édition que Djambala nous permet de conclure que l'élection présidentielle du 15 mars 2026 est un peuple électoral, un coup d'État constitutionnel et que c'est une élection hors la loi qui se déroulera dans le respect total des lois et règlements de la République. Vous me poserez la question à Paris. Quelles sont les lois qui n'ont pas été respectées? La première, c'est que le Parti congolais du travail a violé la Constitution et il devrait être sanctionné. Les lois sont là. La deuxième, c'est que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et plus sérieusement, le président de la République est président du Parti congolais du travail. Et le président du Parti congolais du travail ne peut pas organiser une élection libre, démocratique, crédible, transparente et apaisée. Et la preuve, vous voyez qu'à Dolisie, à Djambala plutôt, le présidium du dialogue est entièrement contrôlé par les éléments, par les membres du bureau politique et du comité central du Parti congolais du travail, qui, eux, ne sont pas en conformité avec la loi, parti qui devrait être censuré. J'espère qu'on a pris en une note de ça. Mais c'est l'occupation par le PCT de postes stratégiques. Ce n'est pas seulement au niveau du présidium de ce dialogue, mais y compris au niveau des préfets, des sous-préfets, des maires, des administrateurs, mais qui pour l'essentiel sont des militants du parti au pouvoir, le PCT et des partis alliés. Donc vous avez pratiquement une situation défavorable pour tous les autres candidats. Défavorable pour tous les autres candidats. Et nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, chers téléspectateurs, c'est à travers cela que je termine cette émission de ce jour. Je crois que nous aurons l'occasion de nous retrouver début mars. Ça sera probablement près d'une semaine avant la tenue effective de l'élection présidentielle. Et nous aurons l'occasion de revenir et de trouver un thème très intéressant. Donc, je vous dis au revoir et je tiens à